Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Bande Passante, une chronique audio, normalement basée sur le cinéma mais qui dérive un petit peu sur l'art. Alors moi je m'appelle Adam et je suis en compagnie de Julien et Anaïs. Le premier sujet de ce premier épisode, on en a un petit peu discuté, on savait pas trop par où commencer, alors on a décidé de parler un petit peu de nous, vu qu'on sort tous de la même école de cinéma qu'on ne citera pas évidemment pendant ce podcast. Mais vu qu'on a fait nos classes ensemble, on a eu à peu près les mêmes désillusions, les mêmes déceptions. Et c'était quelque chose qui était intéressant de traiter dans ce premier épisode. Alors si on devait formuler un sujet, ce serait quelle facette du monde artistique est-ce que vous auriez préféré traiter pendant vos études et qu'est-ce que vous avez découvert un peu trop tard? Je vous laisse la parole, qui veut commencer? Ouais, je vais peut-être commencer, peut-être ça te laisse le temps de réfléchir. Vas-y Julien. Un petit peu. Donc moi je viens plutôt d'une partie un petit peu effets spéciaux, post-production, donc j'ai toujours eu une affiliation à cette chose-là et c'est vrai que je pense que moi ce qui m'a manqué, au-delà du fait peut-être de la technique, des choses comme ça, je pense que c'était un petit peu, je sais que toi aussi c'est pareil Adam, c'est un petit peu l'analyse filmique je pense. Et voilà, notamment la place des effets spéciaux, de ces choses-là dans comment on construit un discours dans un film. Par exemple, on nous a appris plein de techniques sur Jurassic Park, comment ils avaient fait, comment au départ ils étaient partis sur des choses plus stop motion, puis ensuite ils s'étaient rendu compte que la 3D c'était intéressant, et ainsi de suite. Tous ces trucs-là très techniques, de l'histoire, des effets spéciaux, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu ce truc-là de se dire, mais du coup, à quoi ça sert ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'effets spéciaux pour faire telle ou telle chose? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce qu'il y a des moments où on ne pourrait pas s'en priver et faire quelque chose? Un vrai dinosaure sur le plateau. Voilà, exactement. Merde au bout d'un moment. Mais voilà, moi je trouve que c'est ce qui manque beaucoup aussi au cinéma d'aujourd'hui, c'est qu'on ne se pose pas assez la question à chaque fois de est-ce qu'un effet spécial est important ou non. Et par important, j'entends là que on a tendance aujourd'hui par exemple à se dire un effet spécial forcément il va être numérique. C'est-à-dire se dire par exemple Avengers, si on prend l'exemple par exemple de Spider-Man, à tout hasard, les mecs ont fait un costume qui est quand même travaillé, beau, tout ça pour le recouvrir d'effets spéciaux. Et donc là se pose la question de, mais du coup, pourquoi vouloir recouvrir quelque chose qu'on s'est emmerdé à faire? Ouais. Et pourquoi pas juste prendre un vrai costume, comme ça a été fait pour les films de Sam Raimi? Ouais, il y a cette espèce de croyance que il faut à tout prix placer de la CGI et des effets numériques. Exactement, et surtout pas se poser la question de quel est l'intérêt de cette chose-là. Est-ce qu'on peut pas le faire en vrai? Est-ce que là c'est intéressant d'avoir des effets spéciaux? Pourquoi on fait des effets spéciaux? Pourquoi est-ce qu'on a besoin par exemple dans des films de Scorsese de faire tel décor comme ça? Est-ce qu'on peut pas avoir un décor différent qui va peut-être pas être exactement ce qu'on veut, mais qui va peut-être du coup apporter une richesse supplémentaire au récit. Et voilà, peut-être de se dire qu'on n'est pas obligé de forcer la réalité dans ce qu'on veut faire. C'est un exemple de ce que j'essaye de développer là, mais de dire on n'est pas obligé de forcer la réalité à convenir complètement au récit, mais de dire peut-être la réalité va nous permettre d'apporter quelque chose de nouveau sur notre récit qu'on n'attendait pas forcément au départ. Ouais. Après, je pense que ça part surtout du fait que dans les études de cinéma et d'histoire du cinéma et tout ça, d'analyse filmique, tout est beaucoup axé sur la place du réalisateur et de tous ceux qui sont dans des filières un peu réalisateurs ou réalisation. Et que du coup, ce que tu dis, c'est aussi quelle est l'importance d'un décor, quelle est l'importance de tel ou tel métier technique. Moi, ça me fait toujours rire quand il y a des gens qui disent toutes les années au César, il y en a qui font des blagues sur ah oui, alors on va remettre les Césars du meilleur décor et des meilleurs costumes, ce dont personne n'en a rien à faire. Et je suis un peu, en fait, on n'en a rien à faire aussi parce que personne en parle comme étant un truc important en fait. Et même quand on fait des études de cinéma, ce qui est assez drôle parce que ça peut être quelque chose que le grand public ressent et se dit moi je m'en fous un peu. Surtout c'est vrai que quand tu fais des films d'auteur qui se passent de nos jours par exemple, l'importance des décors et des costumes, c'est vrai que des fois on a un peu tendance à la louper. Mais du coup je pense que c'est un peu dommage quand on fait des études de cinéma de pas beaucoup en parler et d'axer beaucoup sur la réalisation et tout ça. Et voilà,
peu ce que j'avais à dire, mais après je pense qu'il y a aussi un autre truc moi que je me suis rendu compte en regardant notamment des documentaires qui étaient très poussés sur certaines choses, c'est qu'en fait, alors après je sais pas si c'est spécifique à toutes les écoles de cinéma, mais nous c'est vrai qu'on a eu une histoire du cinéma qui a été très parcellaire. Et du coup, il y a des tas de choses qu'on n'a pas vues. En fait, on n'a pas commencé par les débuts du cinéma vraiment. Et on n'a pas vraiment vu comment ça s'est construit. Moi, récemment, j'ai lu un livre très intéressant parce que j'ai toujours été passionnée de stop motion. Et en fait, j'ai toujours eu un peu du mal à voir, à avoir une vraie histoire du stop motion, à voir qui étaient tous les acteurs importants du stop motion. Et parce que souvent, tu as des gens, moi je préfère tel réalisateur et tout ça, mais on va dire, lui, c'est un maître du stop motion. Mais voilà, on t'explique pas, on te le contextualise pas. Et du coup, j'avais trouvé ce livre très intéressant, même si j'ai cru comprendre qu'il y avait des inexactitudes sur des choses. Du coup, ça rattachait à l'histoire du cinéma en règle générale, à pas mal de gens qui, au début du cinéma, avaient beaucoup hésité justement entre animation et ce qu'on appelle aujourd'hui live action. Et en fait, je pense que des fois, pour comprendre ce qu'on fait dans le cinéma, ce serait bien de revenir au tout début de pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui sont des codes qu'on a hérités du tout début du cinéma, mais qui auraient pu aller dans une direction totalement différente. Et il y a des choses des fois qui s'expliquent, qui sont extrêmement intéressantes. Moi j'avais lu un livre aussi sur les décors, où en fait on expliquait pourquoi les décors étaient faits d'une certaine manière dans les premiers films muets. Par exemple, les films de Méliès, les décors sont très plats. Et en fait ils expliquaient que c'était tout simplement un héritage du théâtre en fait, parce qu'on ne savait pas encore comment le cinéma c'était quoi, est-ce que c'était un médium à part entière, est-ce que c'était une manière juste de filmer une espèce de pièce de théâtre et tout. Et aussi une question aussi de gens de qualification. Forcément quand tu vas chercher un chef décorateur pour ton film, à cette époque-là, s'il a une expérience, c'est une expérience de théâtre en fait. Donc du coup, il va traiter son décor comme un décor de théâtre. Et le fait de comprendre, ça on en avait un peu plus parlé à l'école, mais le montage, ces choses-là, c'est des choses qui sont venues avec le temps et qui sont des conventions. Et je pense que pour mieux, ça peut paraître bizarre et ultra cliché de dire il faut étudier les vieux films pour comprendre, mais en réalité, c'est pas si bête que ça. Moi, je trouve que des fois, on perd du sens de ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on sait pas ce qui se faisait avant en fait et pourquoi ça se faisait avant. Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord. On va dire que ce qui manquait globalement sur nos trois sujets, parce que moi aussi c'était surtout l'analyse filmique et comprendre le langage des films et surtout le langage des auteurs. C'est-à-dire, on a tous ce souvenir de quand on est en cours de français et que la prof sort une analyse de Balzac ultra tirée par les cheveux, qu'on est tous en mode mais qu'est-ce qu'elle dit, mais quoi, elle voit ça où? Maintenant, je le ressens un peu sur des films, quand j'explique des films à des gens, ou du moins j'explique ce que j'en ai tiré, ils sont en mode mais on n'a pas vu le même film, mec, c'est pas parce qu'ils filment ça que c'est comme ça. On se pose plus la question de pourquoi est-ce que c'est là, pourquoi est-ce qu'on parle de ça. C'est une lecture du cinéma ou même de l'art en général, du grand public qui se perd complètement. Et il y a du vrai dans ce que vous dites tous les deux, parce que c'est aussi mon ressenti. On nous explique pas comment apprendre le cinéma dans les écoles de cinéma. Ouais. Mais je pense après c'est même quelque chose qui vient plus tôt en fait, parce que moi je pensais beaucoup à l'éducation qu'on a aux images au lycée, au collège, etc. Et je pense qu'effectivement ça pourrait être des choses intéressantes à voir déjà à cette époque-là, surtout aujourd'hui les jeunes ils sont très très exposés aux images, on parle beaucoup aussi des histoires de fake news, de comment éduquer les enfants par rapport à ça, et je pense que ça passe aussi par l'analyse de l'image. Et je trouve que ça retombe un peu sur ce que je disais aussi, parce que en fait moi je viens d'études artistiques avant ça, j'ai toujours été plutôt dans les arts plastiques en fait, et du coup moi j'ai eu des cours d'analyse de tableaux, d'analyse d'œuvres d'art, et en fait ça se rapproche assez de ce qu'on fait pour un film, à part qu'un film c'est un mouvement, qu'il y a des codes qui sont un petit peu différents aussi, qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, qu'il y a le contexte, que c'est très compliqué surtout quand on parle d'art conceptuel ou contemporain. Mais par contre, ça revient un peu à ce que je disais, c'est que en fait au tout début du cinéma, il y avait quand même quelque chose de très pictural, il y avait ce truc aussi entre du coup le tableau et le théâtre. Et en fait, je pense qu'on contextualise pas assez aussi le cinéma par rapport aux autres arts. En fait, on t'apprend que le cinéma. Et bon, on a des profs qu'on ne nommera pas qui trouvaient que c'était assez inintéressant de parler des autres arts et qui disaient même que lire un livre, c'était peut-être pas si intéressant que ça. Et je pense qu'en fait, voilà. mais du coup, après c'est une manière de voir, je dis pas que j'ai la solution à tout, hein. Mais c'est vrai que je trouve que des fois, le fait d'éclairer le cinéma par rapport à d'autres arts, la littérature, surtout qu'il y a beaucoup d'adaptations aujourd'hui, donc voilà, il y a des tas de... Ça communique vachement, et des fois je pense que ça nous offrirait des clés pour vraiment comprendre ce qu'on fait et pour l'analyse filmique en général en fait.
Et au-delà de ça, moi, ce à quoi je pensais aussi, c'est sûr que tout ça, c'est intéressant aussi dans un objectif de lecture, mais surtout quand c'est toi qui vas faire les films et qui va construire alors c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais le cinéma de demain, toi qui amène le cinéma vers autre chose, qui en tout cas qui a prétention à vouloir le faire, je trouve que c'est extrêmement dommage de ne pas avoir cet aspect-là, de se dire eh ben, je sais comment on construit les choses, je sais pourquoi je fais ça, je sais quelle est la démarche en fait. La démarche de se poser la question, là pourquoi est-ce qu'on a un fond vert, là pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi on monte ça comme ça, pourquoi est-ce que là je filme avec la règle des 180 degrés, des tas de choses comme ça, et d'arriver aussi à remettre certaines règles en question, parce que je pense qu'on nous a beaucoup dit oui mais les codes, il faut pas toujours respecter les codes, mais le problème c'est quand les codes et la base même on l'a pas, ou du moins on l'a que de façon parcellaire, on la voit à peu près. C'est-à-dire qu'on nous explique les règles, mais on nous dit pas en quoi elles sont établies et ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles signifient. On te dit, tu parlais de la règle des 180 degrés. Alors oui, c'est un outil de l'image par rapport au spectateur qui est très important, etc. Mais c'est comme, je sais pas, apprendre qu'il faut mettre, 3,0 et qu'il faut mettre le virgule 0 parce que c'est important en physique-chimie. Enfin, c'est important, mais je veux dire, c'est pas le truc le plus important, c'est pas le cœur. En fait, on nous apprend la surface, mais le cœur, on dirait qu'en fait c'est plus ça qui est important et plus personne se pose la question. C'est ça, c'est qu'en fait on se dit cette chose-là est acquis, on fait ça comme ça, point. Ouais. Sans se poser la question, on fait ça pour cette raison. Mais est-ce qu'on peut pas à un moment revenir sur la base même de cette chose-là et de dire bah moi j'ai envie de faire autre chose de différent, qui a peut-être pas marché, peut-être qui va beaucoup mieux marcher, mais de faire un truc à un moment différent, de dire moi je vais faire autrement. Par exemple les effets spéciaux, moi je vais le faire en stop motion parce que je sais que par rapport à la 3D, ça a certaines choses que je peux pas faire en 3D, moi inversement. Et de dire moi je fais les choses comme ça parce que je sais qu'à la base on a créé ça pour ça, on fait ça pour ça, moi je veux faire autrement, et je suis pas obligé de passer par le chemin où tout le monde le prend parce que c'est simple, parce que tout le monde fait comme ça, donc on voit pas pourquoi on changerait cette manière de faire. Et voilà, je pense que ça c'est quelque chose de très important, parce qu'on le voit aujourd'hui sur beaucoup de choses, c'est qu'on fait les choses qui fonctionnent, parce qu'on sait que ça fonctionne. Le problème, c'est que du coup, jamais on remet en question, on se dit, peut-être que cette chose-là fonctionne, mais peut-être qu'on peut trouver autre chose qui fonctionne peut-être différemment, qui fonctionne peut-être pas aussi universellement. Qui fonctionne même pas, d'ailleurs. Voilà, qui fonctionne peut-être pas, mais peut-être que c'est intéressant que ça fonctionne pas. Alors moi, j'aimerais parler d'un artiste, pareil, j'aurais beaucoup aimé le découvrir pendant mes études, parce que c'est un artiste qui est très ambivalent. En fait, il est très ambigu plutôt, c'est le mot, sur son approche du cinéma. C'est-à-dire que c'est un artiste qui avait quasiment jamais étudié les films, et même qui a vu très peu de films de base, qui est Takeshi Kitano, qui est un humoriste à la base japonais des années 70-80, et qui en fait, fin 80, début 90, se met à faire des films, on va dire, extrêmement dramatiques, très sérieux. Enfin, le rôle lui convenait pas selon le public, quoi. Et lui, il en avait rien à foutre du cinéma, mais il avait ce cœur à l'ouvrage, ce besoin d'exprimer des choses à travers le cinéma. Et en fait, il a dû subir les moqueries de son équipe de tournage, de plein de gens, parce qu'ils disaient mais c'est pas comme ça qu'on filme ça, qu'est-ce que tu veux montrer à travers ce plan ? Il dit je veux filmer cette barrière, pas grave si on me voit pas au niveau du visage et que le truc est cadré n'importe comment, je veux ce plan comme ça. Alors du coup, il y a cette ambivalence avec ce que tu dis, dans le sens où je suis complètement d'accord, il faut parler du cœur des choses et de comment appréhender l'art, parce que c'est très important, et qu'est-ce qui est à l'origine de la démarche artistique. Et bien, des fois aussi c'est ça, c'est la spontanéité, et des fois les règles, elles sont là uniquement avec un aspect technique, genre comment ne pas perdre le spectateur, tac, la règle des 180 degrés. Je suis sûr que Kitano, il a enculé 1 milliard de fois la règle des 180 degrés, et pourtant il y a un truc qui marche. Et c'est là aussi pourquoi j'aimerais parler de Takeshi Kitano. C'est un mec, tu projettes, on va dire, un de ses premiers films comme Jugatsu ou Sonatine dans une école de cinéma première année, avec des élèves qui ont eu des profs comme on a vu, on va dire. Ils pannent rien, mais ils vont tous dire ah ouais, c'était poétique, c'était oh là là, c'était intéressant, hein, mais ils ont pas compris. C'est très vilain de dire ça comme ça, des gens, mais moi, pareil, j'aurais rien pigé, et même que j'aurais peut-être détesté. Mais après mes études de cinéma,
c'est un artiste que j'ai découvert de par son rôle dans Battle Royale de Kenichi Fukasaku. Je me suis dit, cet acteur, il est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Et là, j'ai appris qui c'était une personnalité très importante au Japon, etc. Et qu'il avait fait des films qu'on appelle contemplatifs, décalés, un peu noirs, tout ça. Enfin bref, je me suis plongé dans sa filmographie et j'ai pas compris grand-chose. J'ai pas compris grand-chose au début, mais au fur et à mesure de visionnage de ces différents films, je voyais des codes. En fait, ces codes à lui qui revenaient. C'est-à-dire qu'il associait souvent la mer, donc la mer, la plage, l'eau, hein, au nihilisme à la fin de toute chose. C'est-à-dire quand il y a un personnage qui meurt, souvent il meurt sur la plage ou ce genre de choses. Mais c'est pas quelque chose de sombre, c'est pas quelque chose de négatif. Il y a un film qui s'appelle Sun at the Sea où c'est l'histoire d'un muet qui en fait est pris de passion dévorante pour le surf. Il n'y a quasiment aucun dialogue de tout le film. Et à la fin, on comprend qu'il s'est noyé. Mais le film traite pas ça de manière « Oh mon Dieu, il s'est noyé, c'est une tragédie ». Ça traite ça de manière « Le mec, il est mort dans les bras de la mer. Il est mort de la façon qu'il voulait. C'est magnifique. » C'est une vision japonaise, c'est spécifique. Mais du coup, en fait, il y a des choses qui reviennent par rapport à ça dans ces différents films. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il a établi son propre dialecte au sein de sa filmographie. Et du coup, ça devient ultra intéressant. Il y a des plans, j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Et je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui sont juste complètement ratés. Même lui, il le dit, moi, il y a plein de films que j'aime pas, je trouve qu'ils marchent pas, tout ça. Mais c'est un mec, il expérimente. Et du coup, c'est un truc que j'aurais vraiment adoré découvrir pendant mon école de cinéma, parce que justement, c'est l'école contraire de celle en laquelle je crois. Mais du coup, elle est un peu complémentaire. Parce qu'elle appelle aussi à cette création innée liée à l'image. Et du coup, là, on peut pas dire, ok, il a fait ça parce que, il a fait ça parce que, avec les termes qu'on connaît, parce que on peut pas vraiment être à sa place. Là, il faut vraiment aller regarder ses interviews, il faut regarder les analyses filmiques des mecs qui l'ont connu, parce que sinon, tu peux pas deviner. Et c'est ça qui est intéressant. D'autant que je pense que c'est d'autant plus intéressant quand il s'agit d'un film qui vient d'une autre culture. Parce que, en fait, nous, on se rend pas compte, mais on a des codes très occidentaux sur des tas de trucs. Donc, c'est super intéressant quand tu disais justement que, forcément, venant d'un artiste japonais, il y a des choses qui veulent pas forcément dire ce qu'on pense et tout ça. Et que, qu'il y a des choses, nous, on trouve ça triste, alors que dans d'autres cultures, on va trouver ça poétique ou j'en sais rien, ou heureux. Et en fait. Je pense que c'est un truc qu'il y a sur beaucoup de choses dans l'art, c'est qu'on a un apprentissage très vertical de l'art où il y a des maîtres qui vont nous apprendre des choses et tout ça, et on ne va pas trop nous faire notre propre chemin par rapport à l'art. Et en fait, nous, ça nous touche parce que du coup, on va peut-être pas être aussi spontané et on va pas se poser la question de pourquoi les règles sont comme ça. Mais il y a aussi le truc de penser aussi que en fait, on se ferme à des tas de choses parce que le cinéma, c'est quand même un art qui a été, c'est peut-être un de ceux qui a été, comme il est plus récent, qui a peut-être pu le plus être expérimenté par des tas de cultures différentes, mais il n'empêche que il a été fabriqué par des occidentaux et que ce qu'on connaît, nous, c'est du cinéma occidental et qu'en fait, on juge le cinéma via notre prisme occidental. Bien et qu'il y a des tas de choses dont on se coupe par ça, en fait, et où je pense que c'est compliqué de regarder des films d'autres cultures parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire pour eux et qu'on a une acception de l'art qui est très, très différente. Moi, j'ai un exemple très simple, c'est que quand j'étais en école d'art, en fait, c'est pas très bizarre, mais ma prof d'architecture nous avait fait lire un livre qui s'appelait Éloge de l'ombre, qui avait été écrit par un japonais et qui en fait parlait des différences entre l'architecture japonaise et l'architecture occidentale. Il disait qu'il y avait des choses très bizarres, comme par exemple en fait que nous en fait on aimait en Occident que tout soit propre, blanc, éclairé, etc. Et qu'au Japon c'était pas du tout le cas, que en fait au contraire l'ombre c'était quelque chose de très positif et qui n'était pas censé faire peur, que parlait d'un truc assez drôle, genre les toilettes par exemple, que nous on aime bien que nos toilettes elles soient avec du carrelage blanc, qu'on voit tout pour être sûr que c'est propre et tout ça, et qu'en fait il y a beaucoup de Japonais qui aimaient bien avoir une espèce de communion avec la nature pendant qu'ils étaient aux toilettes, et ça peut nous paraître risible, mais en fait c'est totalement culturel et qu'il y avait des tas de choses qu'on comprenait pas pareil. Et il parlait d'un exemple qui était très intéressant où il disait que en fait par exemple les appareils d'enregistrement du son, ils avaient été faits par des occidentaux, ce qui était très problématique pour comprendre la musique asiatique, parce que la musique asiatique c'est une musique qui fait beaucoup de place au silence en fait.
Et du coup, en fait, il disait ça n'enregistre pas bien le silence. Parce que ça a été fait par des Occidentaux. Du blanc, ouais. Voilà. Et du coup, il disait, en fait, ça pourra jamais rendre justice à notre vision à nous de la musique, en fait. Et il parlait de tout un tas de choses comme ça, où il disait, en fait, l'Occident déteste le vide, le sombre, le silence. Et du coup, ça crée un biais sur aussi les appareils qu'on utilise pour enregistrer ces choses-là. La vision dogmatique des Jedi. Non mais c'est super intéressant. Ouais. Mais je suis d'accord que aussi, voilà, en plus de l'analyse filmique, ce qui a pu manquer, c'est aussi cette ouverture vers des choses où on n'était pas forcément très au fait que ces choses-là existaient. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, on nous a beaucoup parlé un petit peu des mêmes maîtres, on nous a parlé de John Huston, on nous a parlé de... alors là tout de suite, il n'y en a pas beaucoup. Les Hitchcock, Kubrick, Kurosawa, tous ces trucs-là. etc. Et c'est pas pour les renier tout ça, mais c'est vrai que des gens peut-être un petit peu moins évidents, peut-être un petit peu plus... comment dire, parfois plus mainstream aussi d'une certaine manière, mais typiquement, moi je regrette qu'on n'ait pas eu de cours sur John Carpenter, qu'on n'ait pas eu de cours sur Sam Raimi, qu'on n'ait pas eu de cours sur Francis Ford Coppola. Même là, je parle beaucoup de réalisateurs hollywoodiens ou occidentaux, mais effectivement, le cinéma japonais ou même le cinéma coréen, ou même des cinémas qu'on a tendance un petit peu à occulter, le cinéma australien par exemple, ou le cinéma sud-américain. Après, quand même, pour reconnaître des choses à notre école, c'est vrai qu'il y avait notamment un professeur qui était professeur d'histoire de l'art, qui nous a pour le coup montré des trucs dans le but de nous secouer un peu et de nous faire sortir de notre confort. Je pense notamment au cours de la Blaxploitation, où il nous a montré les premiers films réalisés et tournés à la va-vite par des Afro-Américains. Bon, c'était choquant, il y avait des trucs assez ouf, mais je pense que c'est grâce à lui notamment, que après, quand j'ai eu toute la place de le faire, je me suis intéressé aux images, de leur signification, de leur valeur. Surtout pour ceux qui les tournent, parce que je pense que c'est ça qu'on oublie constamment, surtout dans la machine vraiment hollywoodienne où t'as la production un peu à la chaîne, même dans les comédies françaises, tout ça. Bon, voilà, chercher le propos d'un auteur dans Qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu, c'est un peu complexe, si ce n'est oh regarde, il est noir, ça je le couperai. Mais mais c'est sûr, mais même dans les grosses productions des années 90, il y avait encore des auteurs à la barre de trucs très très commerciaux, mais qui avaient une vision. Enfin, je veux dire, même dans le... Il faut pas renier le cinéma d'action, par exemple. Non, absolument pas. Quand on regarde les films de John McTiernan, ou même à la limite de James Cameron, il y a toute une influence super intéressante des concepts de la science-fiction. J'ai un bouquin sur James Cameron qui parle de Asimov, c'est super intéressant, et on le voit dans ces films. Et c'est pour ça qu'en fait, ces films, ils ont marché. Ils ont marché parce qu'il y a une démarche super intéressante, des idées géniales, et qui savent comment filmer l'action. Et à partir de ce moment-là, les gens ils se sont dit, on va faire des films d'action, c'est ça qui marche. Alors du coup, la règle c'est de faire des films d'action à la va-vite. Du coup maintenant, le genre a perdu ses lettres d'or. Et on se pose plus la question on faisait des films d'action parce qu'on avait quelque chose à raconter à travers cette action. Maintenant on se dit, c'est un film d'action, c'est sympa, il y a Liam Neeson qui course de terroristes dans un train, c'est sympa. Et c'est sympa, j'aime bien The Passenger, ok. Mais c'est sûr, quand on voit la démarche de John McTiernan par exemple, quand il fait Die Hard ou Predator, où je dis pas que c'est du même niveau que Takeshi Kitano en termes de poésie et de sensibilité, mais il y a quand même sa sensibilité à lui, sa manière de penser le montage, de penser les effets spéciaux. Toi qui parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui l'est pas. À l'époque c'était ok, ça c'est impossible de le faire pratiquement, on va innover dans les effets numériques ou informatiques quoi, pour créer cette espèce de reflet invisible ou ces décharges. Mais c'était pas pour se dédouaner de choses à faire sur le plateau, c'était vraiment des pionniers. Et maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut encore considérer qu'il y a des pionniers dans le monde numérique, dans le bon sens du terme? Parce qu'il y a tellement de choses possibles que du coup, maintenant ce qu'on cherche, j'ai l'impression c'est plus, comme disait Anaïs tout à l'heure, de revenir à ce qui faisait la beauté, le charme du cinéma d'antan, quand on filmait une plaque théâtrale comme chez Méliès, et qu'on jouait avec ces cartons, c'est parce qu'on n'avait pas encore conscience, comme tu l'as dit, qu'on pouvait aller à l'intérieur de ces décors, mais maintenant qu'on le sait, en fait, la machine, elle tourne en boucle, quoi. Et c'est normal, en même temps. Mais du coup, que faire ?
que faire pour réinventer la roue? Est-ce que la roue peut être réinventée? D'ailleurs, il y a eu des petites amorces de ces trucs-là sur certains réalisateurs où ces derniers temps, on a vu quand même, il y a un truc toujours du réalisateur qui revient au noir et blanc, ça c'est toujours très intéressant parce que pourquoi est-ce que tu utilises le noir et blanc? Pourquoi est-ce qu'on utilise la couleur? Voilà. Et surtout ces derniers temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de réalisateurs et aussi de pubs, j'ai remarqué, qui changent le format d'image aussi. Oui. Il y a beaucoup de formats plus carrés. Ouais. Et en fait, c'est aussi un peu, ces derniers temps, ça commence à faire un peu cliché quand même, parce que t'es un peu genre, oui, alors ils veulent faire artistique, ça y est, et tout ça. Moi, ça me fait toujours rire les 2,40 sur des pubs de sandwich. Mais il n'empêche que ça pose des questions, parce que moi, je me rappelle d'un cours qu'on avait eu justement avec un prof d'histoire de l'art, avec un prof d'histoire du cinéma, qui nous avait montré, je sais pas si vous vous rappelez, un vieux film muet qui était sur, je crois qu'il était sur La Chasse aux sorcières ou quelque chose comme ça. L'image changeait de format toutes les 2 minutes. Ouais. Et en fait, il y avait des fois où le format était rond. Et c'est vrai que en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que notre format qu'on utilise aujourd'hui, même le fait que ce soit un format rectangulaire, peu importe le ratio, en fait, c'est quelque chose qui va pas de soi en fait. Et c'est vrai que des fois, il y a certains films qui sont très bien faits avec des formats plus carrés, où en fait, on se rend compte que le format carré, il a un truc d'intéressant. Pour ce film-là, ça marche. Ouais, tout à fait. Pour citer quelques exemples récents, il y a A Ghost Story dont on parlait tout à l'heure de David Lowery qui utilise ce côté carré pour notamment créer un petit peu un style symétrique à la Wes Anderson, mais vraiment pour ce côté image, comme si c'était des souvenirs de famille quoi. Ouais. Il y a quelque chose Polaroid. Voilà, et oui, c'est ça. Et sinon dans un autre registre, il y a Lighthouse de le mec qui a fait The Witch, comment il s'appelle? Robert Eggers, je crois que c'est ça. Peut-être. Qui utilise aussi le format 1.1 et on a le droit de se demander pourquoi. Mais c'est vrai que quand les deux acteurs, voilà, et en plus il est en noir et blanc, voilà, lui il met le paquet. Et on a le droit de se poser, ok, quelle est la raison de cette démarche? C'est vrai que quand t'as Robert Pattinson et Willem Dafoe qui regardent au loin un bateau et qui bougent pas et que t'as juste les mouettes et le vent, tu es dedans, tu es au début du 19e ou je sais pas quand tout se passe, mais c'est une carte postale vivante. Et du coup c'est pour l'immersion, c'est quand Xavier Dolan écarte le truc, c'est quand la libération individuelle. Il y a une réflexion sur ce format qui est super intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est que tu cites 2 exemples qui sont peut-être pas tout à fait pareils dans leur utilisation justement de ces formats-là, parce que dans Mommy, il y a vraiment il y a une réflexion sur pourquoi utiliser ce format. Donc ça, c'est intéressant, mais il y a des fois où ça peut être purement esthétique, et ça aussi, c'est tout à fait valable aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que des fois, même si c'est que esthétique, c'est jamais que esthétique. Il y a toujours un petit peu de fond dedans, de pourquoi est-ce que c'est mieux que ça ait l'air beau, que ça ressemble à tel tableau, que ça ressemble à telle photo, pourquoi est-ce que j'ai utilisé ça. Donc voilà, je pense que c'est des choses sur lesquelles ça peut paraître être un gimmick en fait, quand c'est forcément, moi je trouve que en fait le problème aussi il vient du fait que y a 2 cinémas, clairement il y a le cinéma grand public et le cinéma moins grand public, et du coup même quand on est habitué au cinéma moins grand public, on a toujours un peu tendance à rigoler quand il y a du noir et blanc ou quand il y a du changement de format, parce qu'on est un peu ça y est, d'un coup ils veulent avoir l'air intelligent et tout. Alors, et du coup tout de suite à comment dire, à faire les péteux en mode discréditer totalement la démarche, alors qu'en fait souvent il y a quelque chose de très intéressant derrière. Et moi c'est pour ça que je parlais de faire de l'analyse d'image plus tôt que l'école de cinéma, et que ce soit pour tout le monde, parce que je trouve ça dommage aussi de se couper, de faire cette scission en fait, où il y a des gens qui panneront jamais rien à la plupart des films dont on parle, parce que en fait on leur a pas donné les clés, donc ça c'est dommage. Et il y a aussi ce truc où, comme vous disiez, nous aussi on se coupe, des fois quand on est cinéphile, on se coupe d'un certain cinéma popcorn, parce qu'on se dit, de toute façon, franchement, ça, c'est du caca. Alors que Pulp Fiction et 2001, l'Odyssée de l'espace, eux, ils ont tout inventé. Et je trouve que cette scission, elle me dérange vachement quand même. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a aussi des films, de toute façon c'est des histoires de marketing aussi, où on a l'impression qu'ils sont pas grand public alors qu'ils le sont. Il y a d'autres films qui donnent l'impression d'être grand public, et en fait personne y panne jamais rien. Et je pense à des films comme Interstellar ou des choses comme ça, où en fait parce que c'est un réalisateur super connu, en fait tout le monde va le voir, mais en fait c'est pas pour tout le monde. Après c'est dommage aussi de se dire que ces films là sont pas pour tout le monde, et je pense qu'ils sont pas pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous éduqués à l'image. Non, mais tout à fait, tout à fait. Et un exemple super intéressant
vis-à-vis du format 1-1 et de ce côté marketing, le Justice League de Zack Snyder. Et en plus, l'explication est... Parce qu'ils te font croire qu'il y a une débile. explication et que c'est un truc technique et tout ça, et puis quand tu te dis, mais non, c'est pas possible que ça marche pas comme ça en fait. Non, ça marche pas comme ça. Non. Et puis bon, c'est sûr que quand on veut réaliser un film d'action de cette échelle-là, de se réduire en 1-1, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Alors, du coup, tu l'attends en tournant, t'es en mode, ok, alors on est d'accord que le Justice League de base, il est éclaté, mais pourquoi est-ce que tu conserves pas le plein format ? Parce que c'est un film d'action de super-héros, du coup, emprisonner l'image dans un 1-1, c'est quand même très particulier. Et c'est quoi leur explication L'explication, c'est le capteur de la caméra qui visiblement filme en 1-1, ce qui est sans doute pas faux parce que l'IMAX, effectivement, alors j'ai peut-être des conneries, hein, mais je crois que l'IMAX, ça filme effectivement en 1-1. En fait, ton format de capteur, c'est du 1-1. Mais après, oui, effectivement, on se pose la question de... Le 1-1, c'est vrai que c'est un format qui est déjà très particulier à travailler. Surtout quand le film dure 3h30. Oui, voilà, c'est un format qui s'adapte assez peu, je trouve, à des super-héros, sachant que voilà, le 1-1, le format cinémascope, ce qui est intéressant, c'est que tu peux filmer plusieurs personnes côte à côte, par exemple. Voilà, des grandes étendues, des westerns, tout ça. Et il y avait un parti pris intéressant, par exemple, dans Avengers, où le format, c'était, je sais pas si c'est du 16 neuvième ou c'est du 1,85, je sais plus. Sur la table, ouais. Oui, pardon. Et excuse-moi. Et donc c'est du 16 neuvième ou du 1,85, mais du coup c'était plus haut pour pouvoir en fait avoir Hulk, Iron Man, enfin, tous les personnages dans le même cadre. Parce que c'était plus haut que du cinémascope. Et en fait c'était ça l'idée. D'accord. Et je trouve effectivement que le 1-1 pour un film de super-héros c'est assez particulier. Après j'ai pas vu le film, je peux pas dire si c'est réussi ou pas. Alors après en termes de comparaison de séquences, oui. Tu vois à côté, alors oui forcément il y en a un qui est bien mieux étalonné, c'est celui de Snyder, il y a des trucs qui sont vachement mieux faits et tout, mais du coup, en termes de format, je trouve pas que ce soit particulièrement légitime, ouais, je vois pas l'intérêt quoi. Bah, d'autant que moi justement, je vous ai entendu parler du format, j'y ai pensé. Ça m'a fait beaucoup penser aussi à Life of Pi et même au film de... Alors c'est Ang Lee. C'est Ang Lee, ouais. Oui, par exemple, quand on prend son Hulk, et qui, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rigolent dessus, mais quand on regarde, en fait, il y a beaucoup de séquences qui se rapprochent beaucoup du comics. C'est-à-dire qu'à des moments où le cadre est vivant, c'est-à-dire que vraiment, des moments où ça passe en 4 tiers, puis ça passe d'un seul coup en 16 neuvième, et ainsi de suite, et il y a plusieurs plans qui se collent dans la même image. Ouais. Ou dans Life of Pi, où à un moment t'as des poissons là qui passent en dehors du cadre, ainsi de suite. Mais oui, Ang Lee il a une réflexion sur cette image. C'est ce que me fait penser le 1-1 de Zack Snyder en noir et blanc, c'est qu'effectivement on retombe aussi sur la réflexion que tu faisais Anaïs, la blague en disant ouais ça fait tout de suite intellectuel, prot et tout ça. Tandis que il y a d'autres films, on va dire c'est du 16 neuvième, voilà, c'est du super-héros basique et tout, mais pas forcément. Ouais. Pas forcément. Et je pense que voilà, c'est à nouveau de l'analyse d'image, de se poser des questions sur qu'est-ce que le format raconte. Et sur pourquoi est-ce qu'on choisit ce format-là plutôt que ce format-là. Mais après, on revient un peu sur ce que tu disais au début, en fait, parce que du coup... Je suis trop fort. Parce qu'en fait, ce que tu as dit sur le Hulk de Ang Lee, ça m'a fait penser à Spider-Man Into the Spider-Verse. À cause du fait que en regardant ce film, on se rend compte qu'il y a des paramètres effectivement qu'on pense qu'on peut pas changer et qu'en fait on peut changer. Le fait qu'ils ont une gestion du flou, qu'il y a une gestion des couleurs de la qu'on n'avait texture, jamais vu dans les films d'animation. Et en fait, c'est ce qui est très bizarre parce que dans le film d'animation, on peut tout faire. On peut tout construire. Et en fait, bizarrement, jusqu'à là, il y a certainement des gens qui s'étaient posé la question, mais je veux dire, de manière aussi mainstream mais aussi grande échelle. Voilà. Et puis aussi assumé, et il y avait personne qui s'était dit mais attendez, du coup c'est de l'animation, en plus on parle d'un film qui est sur la BD quand même, au final est-ce qu'on a besoin de faire le flou comme du flou normal, est-ce qu'on a besoin de filmer les choses comme on filmerait un film de super-héros live action? Et c'est là où on revient sur ce que tu disais sur les effets spéciaux, c'est pourquoi on utilise telle technique plutôt qu'une autre. Et c'est ce que je trouve très intéressant avec les effets spéciaux et avec l'animation, parce que c'est là où on confond un peu le cinéma et le cinéma d'animation, parce qu'il y a des films, quand on parle de Ready Player One, où il y a une grande partie du film qui se passe en images de synthèse, est-ce qu'on est toujours dans un film live action? Très envie de crever. Et du coup, mais j'ai pris cet exemple au hasard. Oui, c'était un très bon exemple. Il y en a d'autres du coup, et là où on se rend compte que du coup, il y a des tas de choses qu'on peut contrôler et qu'on se bride vachement, et qu'il n'y a pas que le format, il y a des tas de choses où en fait, il suffit qu'il y ait une personne qui le fasse et se dise mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on fait tous comme ça en fait? Par exemple, Spider-Verse, alors c'était quelque chose qui était initié déjà avant dans le jeu vidéo,
vidéos, notamment avec Dragon Ball Fighters et c'est les mêmes gens qui avaient fait Guilty Gear avant. Où en fait, si tu veux, c'était des trucs japonais où en fait ils se sont dit, le truc c'est qu'en 3D, alors pour faire un truc très technique rapide, en général l'objectif de la 3D c'est juste de simuler un rendu réaliste. C'est-à-dire que la lumière elle va réagir comme en vrai, et on a toujours tendu vers cette chose-là, jusqu'au jour où ces gens se sont dit, le manga et tout ça, ça a rien de réaliste. C'est-à-dire la lumière, les lumières sont stylisées, tout ça, ils se sont dit, mais en fait, pourquoi on sera obligé de respecter cette réalité. Exactement, ce qu'on veut faire est obligé de subir les lois, les vraies lois. Et de se dire, bah tiens, ce qu'on va faire, c'est on va faire une armature pour les lumières. C'est-à-dire qu'en fait, les lumières réagissent comme nous on veut, et pas par rapport au décor. Donc en fait, physiquement, ça n'a aucun sens. Mais par contre, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue choix, comme dans Spider-Verse par exemple, où les hautes lumières, par exemple, elles sont découpées avec des schémas avec des points ou des traits, enfin voilà, où vraiment tout est graphiquement très très stylisé. Et ben on se dit pourquoi effectivement jusque-là on faisait comme ça. Et ben toujours pour la même raison, c'est toujours parce que c'est la manière vers laquelle on a toujours tendu, parce que c'est la manière évidente, parce qu'à un jour quelqu'un s'est dit tiens, on va faire Toy Story et puis on veut un rendu qui fasse réaliste. Et on a toujours tendu là-dessus sans se poser jamais la question, mais attends, on n'est pas obligé de faire une texture réaliste de peau, on n'est pas obligé de faire un personnage réaliste, enfin les personnages ont toujours été un peu particuliers, mais on n'est pas obligé de faire une texture réaliste, on n'est pas obligé de faire une animation réaliste, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose que je trouve qui devrait aussi arriver dans le cinéma, peut-être live action, ces choses-là, de se dire on n'est pas obligé de faire un format, on n'est pas obligé de faire, on peut faire des choses différentes, juste pour dire aussi on a envie de choses nouvelles, peut-être ça s'adapte mieux à l'histoire, ça s'adapte mieux aux propos, voilà. Mais d'autant qu'il y a des fois où il y a des choses qui sont invisibles, comme ce qu'on disait sur Spider-Verse, les effets qu'ils ont fait sur tout un tas de textures, etc. Et des trucs qui sont très visibles, c'était très intéressant ce que tu disais sur le cinéma d'animation et la texture peau réalisme. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait hurler de rire. C'est cette course au réalisme. Alors, t'as un personnage avec des yeux énormes, avec une anatomie qui est absolument pas réaliste, je veux dire, qui est pensée quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail sur ça, mais qui est pas réaliste. Enfin, je veux dire, tu le prendrais pas pour un vrai être humain. Par contre, il faut qu'il y ait une texture peau ultra réaliste, des cheveux ultra réalistes et tout ça. Et c'est pour ça qu'à partir de Spider-Verse, il y a eu ce truc qui a fait du bien, mais même un peu avant, parce qu'il y avait des films comme les Peanuts, le film Snoopy, qui pensaient à ça. C'est en fait, vu qu'on a des personnages pas réalistes, pourquoi on n'assumerait pas que les textures elles soient pas réalistes? On va dire qu'il y a toujours eu cette école de l'animation est faite pour donner vie à nos rêves les plus fous, ou de tordre la réalité, mais elle est très très en minorité depuis Pixar, qui du coup, c'est comme tu disais Julien, a tenté de recréer le possible, qui était impossible à l'époque. Et du coup, du côté de Pixar, il y a eu cette course à l'animation réaliste, que n'ont pas forcément tenté de reproduire tout ce qui était DreamWorks, des trucs comme ça, jusque je dirais début des années milieu 2010, ça a été que ça, tout le temps. Et c'est un truc de barjo, parce que même il n'y a pas si longtemps, dans les années 90, t'avais encore des dessins animés qui essayaient pas de réinventer la roue, mais qui jouaient avec ça. Tu vois par exemple des super films d'animation de stop motion comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, ils sont encore dans cette optique de texture, genre ils se cachent pas que c'est de la pâte à modeler, ils se cachent pas que c'est animé, et ils jouent avec ça, parce que du coup on dirait que c'est un rêve d'enfant qui a pris vie. Exactement. Et du coup dans le cas de Monsieur Jack et de Coraline, c'est complètement plus dans le thème. Et c'est dommage, c'est toi Anaïs un jour qui m'avait dit ça, les films de Laika c'est de plus en plus compliqué de savoir ce qui est fait par ordinateur et ce qui est fait en vrai. Ouais, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord sur Coraline. Je suis d'accord sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, je le trouve extrêmement... Enfin, moi je suis pas très fan de ce que ça raconte et tout ça. Enfin, l'histoire, j'ai toujours du mal à rentrer dedans. Par contre, c'est un des films... Non, mais c'est un des films de stop motion les plus beaux et les plus aboutis. Et j'arrive pas à déceler exactement où ça se place, mais il y a un truc effectivement dans la texture, ça c'est sûr et certain. Et je trouve que c'est moins présent dans Coraline, mais Coraline c'est un de mes Laika préférés parce que c'est encore un de ceux où c'était plus simple et tout ça, mais Laika ils ont vraiment une course à chercher la prouesse technique et le truc d'avoir des choses, enfin je veux dire dans Coraline ils ont quand même ils ont tricoté des tout petits pulls et tout ça, ils ont trouvé des trucs pour que ce soit le moins dérangeant possible, et ils essayent vraiment d'effacer ce côté fait main du stop motion quand même.
Ce qui est un peu bizarre quand on sait d'où ils viennent, Laika. Coraline, il y a un framerate particulier pour l'avoir eu quand même une bonne pelletée de fois. C'est pour ça, c'est un de ceux où ça reste très intéressant parce qu'ils ont vraiment essayé des trucs, mais ça c'est parce que c'est Henry Selick. Je pense que Dédicace. Même si c'était Laika, c'était Henry Selick, et Henry Selick il a vraiment un truc particulier. Et même il tend vers ça. Même j'ai vu un peu des images de trucs qu'il a fait après, même des films qui sont hélas jamais sortis, et des films qui vont sortir là. Et effectivement, il tend toujours un petit peu vers ce style à la Laika, mais en ayant une réflexion. Il y a des tas de trucs oniriques dans Coraline et tout ça qui font que c'est très texturé, c'est très pensé et tout ça. En plus, ça va totalement avec le thème de Coraline, avec... tu vois, quand tu vois les souris, les trucs comme ça, et les trucs empaillés. Parce que elle est dans la boue, elle écrase des insectes, tout est très physique, quoi. Mais c'est vrai qu'après, dans les autres films de Laika, ça a disparu et on sait plus qu'est-ce qui est fait en vrai. Et c'est là où t'as d'autres films en stop motion qui ont beaucoup plus réfléchi sur ces choses-là plus récemment. T'as des films comme à Hardman, quand ils ont fait Crowman, il s'appelle Crowman en français, je me rappelle. Il s'appelle Crowman en français et Early Man en anglais. Et en fait, je me rappelle que c'est un des trucs, mais c'est un truc qu'ils partagent avec Wes Anderson, c'est le fait de pas... en fait, la fourrure, quand tu fais des effets de fourrure et tout ça, c'est un enfer en stop motion, parce que en fait, tu souffles dessus, ça bouge. Donc tu vois la fourrure qui bouge, et comme elle devrait pas bouger. Et en fait, il y a une mode en ce moment dans le stop motion, il dit, mais en fait, on s'en fout. C'est bien qu'on voit que c'est du stop motion, c'est bien qu'on voit les traces de doigts. Dans Frankenweenie par exemple, on voit les traces de doigts, alors que les marionnettes sont en silicone, elles sont pas en pâte à modeler, mais ils ont laissé les traces de doigts et le côté un peu sale pour qu'on ait l'impression que ce soit fait à la main. Il y a aussi Wes Anderson, quand on regarde Fantastic Mr. Fox, il est très très influencé par un vieux film de Ladislav Starevich qui s'appelle Le roman de renard. Et en fait, vraiment, quand moi j'avais vu des interviews de la designeuse de personnages qui en parlait, et effectivement, quand on voit le film, ça se voit tout de suite. Et là, justement, très récemment, on a re-regardé Fantastic Mr. Fox, et en fait, effectivement, tu vois que l'animation, elle n'est pas faite pour être réaliste, qu'il y a ce côté un peu naïf des premières fois où tu animes tes poupées, où tu t'essayes un peu au stop motion, où tu sais que c'est pas une animation correcte, mais il y a un certain charme, et d'embrasser ce charme-là et de se dire, on n'a pas besoin que l'animation elle soit parfaite. Des fois, ça exprime plus que ce soit pas parfait. Il y a aussi il y a d'autres expérimentations. Alors, c'est pas toujours tout abouti, on comprend pas toujours tout pourquoi, mais il y a un film qui était allé aux Oscars il y a quelques années qui s'appelait Anomalisa, où en fait, pour faire les expressions sur les visages, souvent on utilise des visages de remplacement, et souvent pour pouvoir avoir une plus grande amplitude d'expression, on sépare le visage en deux au niveau des yeux. Donc il y a cette ligne en fait qu'on efface toujours en post-production, et dans le film, ils se sont dit... on l'efface pas, c'est pas grave. Alors que ce qui est très bizarre, c'est que c'est un film qui est très réaliste et où on peut se demander pourquoi il est en stop motion. Il y a quand même l'une des seules une scène de sexe en stop motion, où il y a un truc, les personnages sont censés être réalistes, il y a tout un traitement qui est censé être réaliste. C'est un peu contradictoire. Ils ont pris le parti pris de se dire on n'efface pas la ligne des yeux, parce qu'après tout, pourquoi est-ce qu'on a fait du stop motion ? Ouais. C'est pour ça que je dis c'est pas forcément toujours abouti ou compréhensible, mais il y a ce truc aussi, c'est vrai que Laika ils sont partis dans une autre direction qui est en plus, c'est ce qui est très intéressant avec Laika, c'est quand tu sais d'où ils viennent, parce que moi j'ai découvert récemment que en fait je savais que Laika ils avaient des liens avec un artiste du stop motion qui est très connu aux États-Unis, qui est considéré comme l'un des maîtres et qui a breveté l'expression claymation, qui s'appelait Will Vinton. Et en fait, je savais que celui qui est actuellement directeur du studio, il avait travaillé sous Will Vinton, qu'il avait été animateur et tout ça. Et en fait, j'ai appris que en fait, c'était carrément Laika. En fait, c'était cette ancienne société de production de Will Vinton qui a été transformée en Laika. Et lui, c'était vraiment quelqu'un qui travaillait qu'avec de la pâte à modeler. Et en fait, il faisait exprès, même des fois quand il utilisait des trucs, t'es obligé d'utiliser d'autres matériaux, mais il recouvrait de pâte à modeler pour que... Voilà, et il y avait un truc très intéressant. Il avait toutes des choses à réfléchir au niveau du fait que la pâte à modeler, ça peut se transformer et tout ça. Et c'est très étrange de se dire que c'est cette société-là qui est devenue Laika, où ils essayent à tout prix de cadrer un maximum, que dans leur dernier film qu'ils ont fait, la Missing Link, quand on regarde les making-of, c'est affolant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur fond vert, il y a beaucoup de personnages qui ont été animés séparément et qu'on a remis ensemble en post-production, et ils sont vraiment allés très très loin. Et c'est vrai que moi j'aime bien les films de Laika, mais j'ai toujours un gros problème, c'est qu'effectivement
à un moment donné, pourquoi faire du stop motion si c'est pour faire aussi propre, On quoi. retombe sur, Et pour faire autant d'effets numériques par-dessus. Honnêtement, dans Missing Link, j'ai pas trouvé que ça se voyait tant sur les images, donc je trouve que quand ça se voit pas dans les images, c'est pas très grave en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur fond vert, mais c'est vrai que bah, du coup, on arrive un peu au bout de leur logique en fait. Ok, je pense qu'on va arrêter là pour Ouais. celui-ci. C'est déjà pas mal. Je vous remercie beaucoup Julien et Anaïs merci à d'avoir toi. prêté vos avis à cette question. Je sais même plus comment je l'ai formulé de base d'ailleurs, mais on a un peu parlé de tout, c'est très bien. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et puis à la prochaine fois.